Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui et de votre intérêt. Laissez-moi déjà m'orienter. Voilà. Donc, avant de présenter les constats et les recommandations du Haut Conseil pour le climat, je souhaiterais d'abord ancrer la discussion dans le contexte des dynamiques d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, le contributeur le plus important que l'on voit au niveau global. Parce que on va parler beaucoup d'échanges entre pays aujourd'hui et c'est donc important de comprendre la position de la France dans cette dynamique globale. Donc, je commence avec les émissions de CO2 fossiles et que vous voyez ici. Qui ont évolué depuis l'ère pré-industrielle, mais ici, on voit depuis 1990. On a vu déjà dans les années 2000 une accélération de ces émissions, une augmentation de 3% au niveau mondial qui s'est ralentie dans les 10 dernières années avant la crise du COVID-19 à 1% d'augmentation. Donc, ce ralentissement, en fait, d'après les études scientifiques, pourrait s'expliquer par les 2000 politiques climatiques et énergétiques qui sont en place au sein de divers pays au niveau global. Les mesures de confinement de la crise du COVID-19 ont bien sûr causé une baisse de ces émissions très, très rapide en 2020, qui pour environ les 2/3 provient de la baisse de l'utilisation des transports, la voiture, l'avion, la voiture surtout, et 1/3 de la baisse de la production industrielle. Ces émissions, comme vous le savez, ne sont pas structurelles, cette baisse en émissions, et vont rebondir en 2021. En fait, ils ont déjà en partie retourné pas tout à fait à leur niveau de 2019. Contrairement au rebond que l'on a vu en 2010, suite à la crise financière globale de 2008-2009, on ne s'attend pas à un rebond au-dessus du niveau 2019, mais bien au-dessous pour cette année. C'est bien les investissements faits par les pays, c'est bien là où on va mettre l'effort post-COVID, l'effort post-COP26, dans le cadre des plans de relance, dans le cadre des stratégies à long terme, c'est bien ces actions qui seront déterminantes pour infléchir ou pas la tendance des émissions de gaz à effet de serre globales. Pour l'heure, trop peu d'investissements post-COVID sont verts, 17% selon l'OCDE, et la trajectoire globale n'est pas engagée ou à tout le moins pas garantie du tout vers la neutralité carbone. Toujours au niveau global, là, je parle de l'analyse du Global Carbon Project au niveau global auquel j'ai contribué. Quels sont les déterminants des émissions? Donc, on voit le GCP, le Global Carbon Project, les a identifiés à l'aide d'une décomposition de type Kaya qui montre un découplage relatif du coût entre le PIB, qui est cette augmentation directe globale, et les émissions de CO2, qui est là, comme vous le voyez, en vert sur la courbe. La croissance du PIB est donc compensée par la baisse de l'énergie par unité de PIB. Donc, soit on est plus efficace, soit on utilise moins d'énergie, ou les deux. Depuis 2013, élément très important, on voit en orange là que cette baisse est appuyée par une amélioration de l'intensité CO2 de l'énergie, c'est-à-dire surtout par une baisse du charbon. En fait, c'est très peu connu que l'utilisation du charbon ou les émissions de CO2 associées au charbon au niveau global, en fait, étaient à leur maximum en 2013. Elles ont encore des hauts et des bas, et cette année, c'est pas encore certain, le niveau n'est pas encore certain, mais c'est cette baisse de charbon qui appuie en fait, cette décroissance de CO2 sur l'énergie. Et cette baisse de charbon s'est faite en partie au bénéfice du gaz, qui, lui, alors du coup, monte très fortement, et en partie au bénéfice des énergies renouvelables. Plusieurs pays, donc là, j'ai parlé d'un découplage relatif au niveau mondial. Plusieurs pays, en fait, voient un découplage absolu entre leurs émissions de CO2, là je parle que de CO2, pas de tout gaz, et leur PIB,
Et en fait, ces tendances sont beaucoup moins claires quand on regarde les données tout gaz qui sont en fait, qui ont des incertitudes beaucoup plus grandes. La France fait partie de ces pays pour le CO2. Je vais en parler, je vais aller bien sûr en détail pour le cas de la France dans une minute. On parlait dans cette analyse qui a été publiée, toujours par le Global Carbon Project, on parlait entre 2005 et 2015 de 18 pays. Ce sont les pays qui ont été choisis pour qui l'empreinte carbone, toujours en CO2, décroissait aussi en parallèle aux émissions territoriales qui sont représentées ici. Cette étude actualisée depuis 2019, donc pour la période 2010-2019, compte maintenant 24 pays dans cette situation et depuis 2015, donc 2015-2019, plus de 40 pays. Pour les 24 pays, on inclut les États-Unis, le Mexique, le Japon et plusieurs pays européens, bien sûr, et pas le Canada. Donc, ce sont des pays, comme je disais, où l'empreinte carbone diminue aussi. Dans cette analyse, et c'est la raison de mon choix de présentation ici, c'est que nous avons identifié les causes communes. Donc, pas les causes qui expliquent chacune des décroissances dans chaque pays, mais qu'est-ce qu'on revoit dans l'ensemble de ces pays? Il y en a 3. Et la première, très importante, baisse de l'utilisation de l'énergie. C'est une des causes principales de la baisse des émissions de CO2. C'est bien cette baisse de l'utilisation de l'énergie au sein de ces pays comme cause commune, soit pour l'efficacité énergétique, soit pour la sobriété, ou les deux. Deuxième cause, le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays où les émissions diminuent et on compare aux pays où les émissions ne diminuent pas, c'est ce remplacement qui diffère vraiment de manière notable, c'est-à-dire que dans les pays où les émissions ne diminuent pas, les énergies renouvelables croissent en parallèle, en même temps que l'on a une croissance des énergies fossiles. Donc, il faut bien voir que ce qui fait baisser les émissions, ce n'est pas, comme vous le savez, la croissance des énergies renouvelables, mais c'est le retrait des énergies fossiles. Dernier point, hyper important, nous avons regardé aussi les caractéristiques, le nombre de politiques en place. On n'a pas regardé en détail quelle sorte de politiques étaient en place, mais on les a comptées. Dans les pays, combien de politiques sont en place. Et ce qu'on a vu, c'est que déjà, le groupe de pays où les émissions diminuent ont beaucoup plus de politiques en place que les pays où les émissions ne diminuent pas. Mais non seulement ça, mais plus il y a de politiques en place en nombre, plus les émissions diminuent. Et donc, c'est bien indicatif que quand il y a beaucoup de politiques en place, en fait, on a un effort qui pénètre l'ensemble de la société. Donc, j'ai mis ce contexte global beaucoup pour essayer de contrecarrer un narratif qui ressort là, surtout dans la préparation de la COP26, où on a tendance à dire c'est noir ou blanc. Ça sera un succès ou ça sera un échec, ou on fait tout ou on fait rien. Et en fait, la situation n'est pas comme ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On avance. La COP26 sera une étape, certes une étape très importante, mais toujours une étape sur laquelle on pourra construire. On peut au jour d'aujourd'hui construire sur ce qu'on a fait dans le passé. Donc, je vous invite à apporter de la nuance dans vos propos lorsque l'on parle de réponse au réchauffement climatique, parce que c'est très important de voir qu'en fait, nous avons des bases sur lesquelles construire. Donc, la grosse question au jour d'aujourd'hui, c'est comment on peut accélérer ces baisses, les faire pénétrer dans l'ensemble de la société et augmenter la dynamique internationale. Et quel est le rôle de la France, rôle très important dans cette dynamique mondiale.
Donc, j'en viens maintenant au Haut Conseil pour le climat. Déjà, un tout petit mot sur le Haut Conseil pour le climat. C'est une instance indépendante qui a été mise en place en fin 2018, donc il y a presque 3 ans, qui, en fait, vous la voyez là, à gauche du gouvernement, qui est chargée d'évaluer la stratégie du gouvernement français en matière de climat, de faire des recommandations et d'éclairer les débats de manière neutre. Et dans notre travail, c'est une instance que je préside. Alain Grandjean fait partie des membres. Et dans notre travail, on nous demande de faire un constat annuel de la stratégie du gouvernement que l'on remet au gouvernement. Mais ce qui fait la particularité de cette instance, qui est en fait composée d'experts, tels moi-même, hein, experte du climat et expert dans le sens très, très large de la problématique climatique, ce qui fait la particularité, donc, c'est que le gouvernement s'engage, hein, du coup, dans la loi, vous voyez en haut à droite, à répondre à ces recommandations 6 mois après leur soumission. Et donc, on a, en juin cette année, fait notre 3e constat et le gouvernement doit répondre d'ici la fin de l'année à ce constat. Et cette dynamique de constat, réponse du gouvernement, et dans la réponse, le gouvernement doit justifier pourquoi les budgets ont été ou pas atteints, la stratégie ou pas a réussi, et ce qu'il va mettre en place pour corriger le tir. Et donc, c'est vraiment cette dynamique question-réponse qui doit servir au cours des années à renforcer l'appareil décisionnel, la gouvernance des grandes décisions dans l'État français. Donc, voilà. Donc, du coup, penchons-nous sur les émissions de la France. Donc, le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre en France, donc là, je suis passée tout gaz à effet de serre, donc pas que le CO2, mais tout gaz à effet de serre en France. Donc, vous voyez ce rythme de baisse, surtout dans la dernière décennie, là, en bleu, s'est accentué légèrement en 2019, aussi 2018. On en est à une réduction de 1,9 % juste avant la crise du COVID, qui, elle, a fait baisser les émissions de environ 9 % en France. Il y aura aussi un rebond en France, bien sûr, vu que les mesures de confinement sont en grande partie levées. Les mesures de confinement, bien sûr, étaient temporaires et donc on ne sait pas encore à quel niveau la trajectoire remontera, mais les premiers indicateurs sont, comme je vous le disais, la même chose qu'au niveau global, c'est-à-dire à un niveau qui est toujours au-dessous du niveau de 2019. Par contre, si on regarde la trajectoire dans son ensemble, et en gardant en tête que déjà, ceci est une trajectoire qui mène vers la neutralité carbone en 2050, mais l'Union européenne vient de renforcer son objectif à court terme pour 2030 et la France n'a pas encore répondu, mais elle devra le faire à ce renforcement d'objectifs à court terme. En fait, on voit que la baisse en émissions, en fait, elle doit s'accélérer en France et pratiquement doubler sur la période du 3e budget carbone, soit 2024-2028. Un petit mot sur l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour la France. On nous a demandé au Conseil pour le climat de donner notre avis sur cet objectif en amont de la loi énergie-climat. Et notre avis étant que cet objectif est approprié pour la France parce qu'il inclut tout gaz à effet de serre. Donc, il permettrait de limiter le réchauffement climatique au 1,5 degré, dépendant de ce qui se passe au niveau global. Au niveau global, ce ne sont que les émissions de CO2 qui doivent atteindre la neutralité carbone en 2050 pour justement respecter cet objectif. Donc, tout gaz à effet de serre, en fait, c'est en pratique plus ambitieux que l'objectif global. Par contre, bien que cet objectif soit approprié pour la France à l'heure d'aujourd'hui, il ne contient pas l'entière responsabilité de la France parce qu'on a en plus une responsabilité partagée avec les pays étrangers concernant les transports internationaux, hein, l'aviation, les transports maritimes internationaux et concernant, bien sûr, l'empreinte carbone.
Avant de me lancer dans l'empreinte carbone, je veux faire un tout petit focus sur les raisons qui font en sorte que les émissions baissent en France, mais pas assez vite. Et donc, la France, vous le saurez, elle est dans une position particulière, pas une position unique, hein, mais quand même une position particulière où son mix électrique est largement décarboné grâce à l'apport du nucléaire. C'est une position qui est partagée avec la Suède, par exemple, maintenant pratiquement pas tout à fait, mais avec le Royaume-Uni qui est complètement sorti du charbon ou pratiquement complètement, avec le Canada qui a un mix décarboné basé sur l'énergie hydraulique. Mais tout de même, ce n'est pas le cas de beaucoup de pays, en particulier beaucoup de pays européens, l'Allemagne, bien sûr, la Pologne, on en parle beaucoup, qui ont encore un mix électrique très basé sur le charbon. Mais ça veut dire que la France et la PAC baissent en émissions, en fait, que on dit c'est plus facile, mais c'est pas franchement facile non plus de sortir en fait des émissions fossiles dans la production électrique. Et donc, elle a un défi qui est dans l'ensemble de la société, dans tous les secteurs économiques. Bien sûr, au niveau des transports, on a un gros problème en France, le plus gros secteur émetteur qui avance pas beaucoup, bien que dans la dernière année, la part de véhicules électriques dans les nouvelles ventes d'automobiles est passée de 3% en 2019 à 11% en 2020. Et cette électrification du parc automobile est incontournable, en fait, pour l'atteinte de la neutralité carbone. Bien que, dans la crise du COVID-19 et en sortie de crise, on a eu un électrochoc de la mobilité. Ce qui va se passer, est-ce que les gens vont retourner dans les transports en commun? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va aller vers un transport plus actif dans les villes? Ou est-ce que l'on va se focaliser de retour vers la voiture individuelle? On a beaucoup de travail à faire là pour essayer d'encourager des pratiques vertueuses le plus possible pour essayer de diminuer cette empreinte. Mais j'ai parlé beaucoup de transport. Des progrès ont été réalisés, en particulier dans la rénovation énergétique du bâtiment, dans l'efficacité des processus au sein de l'industrie qui, pour continuer, aura besoin des investissements majeurs, et dans la décarbonation du reste de l'énergie avec, somme toute, assez peu de progrès dans l'agriculture. Bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que je voudrais tout de suite me pencher, du coup, sur les émissions, sur l'empreinte carbone. Donc là, les émissions dont j'ai parlé, c'est bien les émissions que vous voyez en bleu. Là, du coup, on la voit par personne, mais bon, c'est pareil, c'est la même information. Les émissions de l'empreinte carbone, elles sont environ 1,4 fois plus élevées que les émissions territoriales. Donc, les émissions de l'empreinte carbone en rouge, notez que elles ont beaucoup plus d'incertitudes, ces émissions. Elles viennent d'être révisées. Donc là, vous voyez la dernière version révisée qui est un peu plus faible, en fait, que la version précédente pour les spécialistes là, qui s'y connaissent. Donc, les politiques climatiques en France, du coup, ne couvrent pas toutes ces émissions. En particulier, environ la moitié des émissions de l'empreinte carbone, en rouge ici, sont produites, en fait, à l'étranger. Et les politiques climatiques nationales ne couvrent pas ces émissions qui sont la responsabilité partagée de la France, mais qui sont à l'étranger. Notez par contre que la loi énergie-climat de 2019 annonce que les émissions de l'empreinte carbone et les émissions des transports internationaux seront l'objet d'un plafond d'émissions qui sera annoncé et choisi au sein de la stratégie nationale bas carbone qui est en cours de révision, dont la révision arrivera en 2024, si ma mémoire est bonne. Donc, toutes ces émissions doivent baisser, les émissions territoriales, les émissions importées, les émissions exportées, pour être en ligne avec l'accord de Paris et pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, pour revenir à l'empreinte carbone en rouge, on voit bien que depuis les premières estimations en 1995, l'empreinte carbone, elle a augmenté
jusqu'à 2010, mais dans la dernière décennie, et c'est ce que je vous montrais dans la comparaison des pays, on voit bien maintenant une diminution de l'empreinte carbone avec beaucoup d'incertitudes sur les dernières années. On peut légitimement se poser la question si les politiques climatiques internationales sont suffisantes pour faire baisser les émissions de nos importations sans que nous n'ayons, en gros, rien à faire. Donc, si l'ensemble de la population mondiale diminue ses émissions au même rythme que la France, donc forcément, les émissions associées aux importations vont aussi diminuer. Et pour ça, on a regardé dans les pays d'où proviennent nos émissions, quels sont les pays qui ont un objectif de neutralité carbone cohérent avec celui de la France. Le premier pays d'où proviennent nos émissions, la première région, c'est l'Union européenne qui a maintenant un objectif de neutralité carbone. Ensuite, on a la Chine qui a annoncé un objectif pour 2060, mais sans détail, ni du scope, ni des actions qui vont être mises en place. On a plein de pays d'Asie, Moyen-Orient. La Russie a annoncé hier, en fait, un objectif de neutralité carbone pour 2060. Et du coup, on a aussi des pays qui ont des objectifs de neutralité. Mais en gros, ce que l'on voit, c'est que, en fait, non, on ne peut pas s'appuyer sur les dynamiques internationales parce qu'elles ne sont pas encore au bon niveau. Et en plus, la France peut mettre en place des outils, des politiques, des stratégies pour appuyer, voire contraindre les pays étrangers dans leur production, dont ces outils dont vous parlez aujourd'hui sur le changement de la structure industrielle. L'augmentation des émissions, donc là, je parle de la part entre 1995 et 2010. L'augmentation des émissions, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez la ligne 0 à droite. C'est les causes principales qui ont poussé les émissions de l'empreinte carbone vers le haut. À gauche, c'est les causes qui ont servi à les réduire. Donc, l'augmentation de ces émissions provient principalement de l'augmentation de la consommation. Donc, on consomme plus et donc, forcément, les émissions associées augmentent. C'est le facteur principal en jaune. Ensuite, nous avons une amélioration au niveau de la production des biens et services dans les autres pays. Donc, c'est les dynamiques de réduction d'émissions dans les autres pays, dans l'Union européenne en particulier, en rouge, qui ont servi à compenser en particulier cette augmentation de la demande. Et on a beaucoup plus faible le rôle du changement de la structure commerciale. Typiquement, le déplacement des usines vers l'Asie dans les années 2000 et 90, qui est en bleu, qui a servi aussi à faire augmenter les émissions au niveau de la France. Ces émissions proviennent, donc les émissions de l'empreinte carbone, proviennent pour la moitié de la France. Donc, on a les émissions directes des ménages, donc c'est les leviers que l'on a directement en main, nos modes de transport, notre chauffage en particulier. Ensuite, on a les biens et services produits en France. Donc, ça, c'est notre network, la toile d'araignée dans laquelle, d'infrastructures dans laquelle on est pris. Toute la production, les buildings publics, les universités, les hôpitaux, toute la production industrielle donc, produite en France. Donc, ça, c'est... donc, on a la moitié en tout avec ces deux éléments-là. Ensuite, on a 10 % de l'Union européenne avec l'Allemagne en tête. Et ensuite, le reste, c'est l'Asie avec la Chine en tête. En termes de contenu sur la part importée, on parle d'équipements électroniques et électriques, de travaux de construction à l'étranger pour construire, en fait, ces équipements que l'on importe, coquéfaction, raffinage et produits des industries agroalimentaires. Donc là, ça, c'est vraiment l'empreinte carbone de la France. Mais lorsque l'on regarde cette empreinte carbone, pas en se référant aux pays de production, mais quand on se réfère aux pays de dernière transformation. Donc, quand on regarde l'empreinte carbone des produits faits en France, fait France, made in France, le constat change de manière très importante. Et voici le constat. Donc, plus des 3/4
des émissions importées sont alors reliées aux décisions des entreprises et des ménages sur le territoire français. Non plus 50 %, mais les 3/4 de notre empreinte carbone sont contrôlés par nos décisions, soit à nous, par les décisions des entreprises françaises. Ces acteurs, donc les entreprises, peuvent donc agir pour réduire ces émissions en adaptant leur stratégie d'approvisionnement, la localisation de la production dont on va parler aujourd'hui et les ménages par leur choix de consommation. Et cette part augmente à 85 % si on tient compte des décisions prises en Europe. Donc, la décision des acteurs français joue un rôle important et peut permettre de maîtriser l'empreinte carbone. Voilà. Donc, pour essayer de... Parfait. Pour essayer d'appuyer, en fait, les décisions qui sont faites, le Haut Conseil pour le climat a identifié 4 leviers. Le premier levier, c'est le levier le plus important, c'est le levier fondamental. Donc, il s'agit d'adapter les stratégies industrielles de la France pour tenir compte des émissions importées. Donc, travailler avec les entreprises pour réduire les émissions provenant de leur chaîne de valeur, par exemple au sein de la loi Pacte, par des stratégies par filière en développant un score carbone pour les produits qui crée un effet d'entraînement vers le haut, qui valorise les bonnes pratiques et qui crée une culture de l'évaluation environnementale par les entreprises. Le deuxième levier, de mieux informer l'offre qui est faite aux ménages, alors que 86 % des Français aimeraient que la consommation prenne moins de place dans la société. L'offre faite aux ménages doit être mieux informée concernant l'impact climat des biens et services que l'on consomme, notamment encore par la mise en place d'un score carbone qui puisse accompagner les décisions. Au sein de l'Union européenne, encadrer les échanges commerciaux pour les échanges pour la réduction des émissions importées. Donc, il s'agit ici de promouvoir les mesures climatiques, les considérations climatiques dans les accords commerciaux, de leur accorder plus de poids. Et finalement, parce que, justement, ce qui se passe dans les autres pays a un poids considérable sur l'empreinte carbone de la France, orienter la coopération internationale de la France vers le renforcement des engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Dernier point, l'empreinte carbone sur l'empreinte carbone. Dans sa définition, elle ne tient pas compte des puits de carbone et donc en particulier la déforestation importée qui n'est pas actuellement comptabilisée et qui doit faire l'objet d'un travail à part. Donc, c'est possible de aussi estimer le niveau du plafond d'émissions qui serait cohérent avec l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc, un objectif cohérent, je passe vite, je passe sur les détails là, serait d'avoir une empreinte carbone, en gros, qui réduise de 80 % en 2050. Là, je veux, dernier commentaire, je veux ressortir de l'empreinte carbone pour parler de la politique climatique du gouvernement dans l'ensemble et de dire comment est-ce qu'on fait, en fait, pour passer de la situation actuelle à une situation qui est beaucoup plus satisfaisante en termes de rythme de baisse en émissions. Et nous avons identifié 5 recommandations générales. Clarifier les politiques publiques encore plus lisible. Il faut que l'ensemble des acteurs, toutes les grandes décisions des acteurs publics et privés tiennent compte des considérations climatiques, les mesures en place, les calendriers. À l'heure actuelle, orientent insuffisamment les investissements, faute de perspectives à court, moyen et long terme et d'horizons temporels trop éloignés. Il faut vraiment avoir une cohérence d'ensemble. Deuxièmement, finaliser au plus vite les stratégies locales et les faire converger vers des objectifs nationaux. En fait, on est au moment où on doit planifier la stratégie à long terme. Ces documents permettent à l'ensemble des acteurs de s'approprier les enjeux de décarbonation et il faut converger vers les objectifs nationaux et internationaux.
Pérenniser les aides et les investissements inscrits au plan de relance qui contribuent au changement structurel bas carbone. Améliorer les processus d'évaluation de suivi pour apprendre de ce qui a fonctionné, pour avoir des retours d'expérience, accélérer les progrès. Et dernier point, intégrer systématiquement l'adaptation au changement climatique, car les impacts d'un climat qui change se font déjà sentir. En 2021, il faut que la réponse au réchauffement climatique soit au cœur de toutes les décisions. Merci.